Le COGES contribue. Le COGES est le comité de gestion des écoles, des établissements scolaires, préscolaires, primaires, secondaires, publics et CAFOP. Il est régi par deux textes majeurs qui sont le décret présidentiel numéro 2002-304 du 29 mai 2002 et l'arrêt ministériel numéro 80 MEN/CAB du 8 août 2002. Quel est son rôle? Quelle est sa composition? Comment fonctionne-t-il? Quels sont ses rapports avec les établissements, les élèves et les parents d'élèves? C'est à cette problématique que l'équipe d'On Garde le Contact va essayer d'apporter une réponse progressive aujourd'hui. Alors, en attendant l'arrivée de notre invité du ministère de l'Éducation nationale, Madame, Messieurs, installez-vous confortablement. Le COGES, vous en avez entendu parler certainement. Il y a des rapports qu'on peut qualifier de tumultueux entre cette structure et les parents d'élèves qui se plaignent d'énormes cotisations et aussi d'énormes frais qui ne finissent pas du tout à longueur de l'année scolaire. Le 22 42 54 sera ouvert à votre attention. Et aussi sur Internet, vous pourrez intervenir sur Facebook / On Garde les Contacts. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On garde le contact. Lundi, un mois après la rentrée scolaire 2014-2015, jetons ensemble un regard sur les relations parents d'élèves COGES. Je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Mardi, relations parents d'élèves COGES. Je t'aime, moi non plus. On dit de payer fascicule, mais l'État a mis des livres à notre disposition. Ces livres ne nous servent même pas, on demande fascicule, fascicule, on fait quoi fascicule? Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz, fait-il réellement décoller? Deuxième partie. Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 4254 facebook.com / On Garde les Contacts pour donner vos réactions sur les sujets traités sur ce plateau. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire 2014-2015 ici en Côte d'Ivoire et déjà on peut jeter un regard sur les rapports COGES parents d'élèves. Madame, Monsieur, la rumeur ou encore l'information est un peu partout en ville. Certains parents sont dans une position d'agacement face aux nombreuses cotisations levées par cette structure-là. Alors, on a fait des mains et des pieds pour mettre la main sur un représentant national de la structure qui certainement est en route. Mais en attendant, on pourra formuler les réactions et dire quelles sont les expériences en tant que parent d'élève vous avez avec le COGES ou encore en tant qu'élève ou encore en tant que chef d'établissement. On commence déjà par la chronique santé avec le docteur Gabriel. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed, merci. Comme vous constatez, je suis toujours d'attaque. Voilà, merci d'être avec nous. Permettez-nous de présenter les autres chroniqueurs et invités sur ce plateau. Seydina Chérif Ahmed, bonjour Chérif. Bonjour Mohamed. Ça va très bien, vous êtes le président de l'Institut des civilisations noires. Vous vous battez pour une Afrique prospère et une Afrique qui fonctionne et qui marche à merveille. On espère qu'aujourd'hui, on aura les clés nécessaires pour bien comprendre le COGES et aussi certaines suggestions qui pourront sortir de ce plateau à l'endroit de ce comité de gestion. Et on aura l'occasion également de faire de plus en plus connaissance du COGES. En face de vous, nous avons Ismaël Diop. Bonjour Diop. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi intéressé à ce sujet en tant que parent d'élève et aussi en tant qu'Ivoirien. Monsieur Patrick Ndiakan. Sur Internet, les choses se passent déjà à merveille, beaucoup de réactions. Le COGES est-il connu des Ivoiriens, Patrick, pour commencer? Oui, le COGES, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. Effectivement, le COGES est bien connu de tous les Ivoiriens, surtout les parents d'élèves qui ont eu l'occasion de se rendre dans les établissements pour permettre l'inscription de leurs enfants. Ils ont certainement entendu parler du COGES d'après les définitions que je vois sur notre page Facebook. Ils auront l'occasion bien sûr de s'exprimer tout à l'heure. Très bien. Et l'inquiétude a été soulignée ici par Seydina Chérif Ahmed lorsqu'on devait aborder le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans un contexte de rentrée scolaire. Il a vraiment craint qu'on n'ajoute pas à la liste des fournitures scolaires d'autres charges. Je pense que ces inquiétudes se vérifient là maintenant parce que avec cette situation-là, c'est sûr et certain que
des chapitres vont être ajoutés à certaines listes de fournitures scolaires. On a quelques échantillons de listes de fournitures scolaires avec nous ici à cet effet. Docteur Gabré, on vous a fait marquer la pause. Aujourd'hui, la chronique va concerner les difficultés d'érection et autres dysfonctionnements sexuels masculins qui sont liés, qui s'entrechoquent, on va le dire. Alors, la définition de l'érection déjà, docteur. Alors, on parlait de quelque chose de guerre, généralement, normalement aujourd'hui, parce qu'on va sortir un peu du virus Ebola. Alors, l'érection, c'est, disons, l'état d'un organe mou qui devient raide par l'afflux de sang. L'érection, c'est un mot qui vient du mot latin erexio, qui veut dire action de dresser. Alors, dans la foulée, la difficulté de l'érection chez l'homme en tant que garçon, c'est qu'il va éprouver des difficultés à avoir, disons, une rigidité du pénis qui va permettre d'assurer, qui va lui permettre d'assurer, disons, un bon coït. C'est-à-dire l'homme sera incapable d'avoir une bonne érection, un bon dressage, une bonne rigidité du pénis qui va l'empêcher d'assurer un bon coït. Par coït, il faut entendre rapport sexuel. Alors, qu'entendez-vous par difficultés liées? Alors, les difficultés liées, c'est d'abord, tout de suite, la première, c'est la difficulté de pénétrer la femme, parce qu'on a une érection molle, le pénis n'est pas suffisamment dur, rigide, on ne peut pas pénétrer la femme. Cela va entraîner, disons, un choc mental qui va provoquer la chute de l'érection naturellement, donc l'incapacité d'assurer, donc l'insatisfaction du désir sexuel, ce qui naturellement va en ajouter et créer l'éjaculation précoce si on réussit une petite pénétration. Ça va réjaillir sur cette éjaculation précoce, va nous amener disons, à des spermatozoïdes qui ne sont pas tout à fait à mon état, ce qui naturellement est source d'infécondité chez l'homme, toutes choses qui vont créer des problèmes dans le foyer et naturellement aboutir dans la plupart des cas à un divorce qui est lié à, disons, l'incapacité de satisfaction à l'acte sexuel. Intéressons à présent aux causes. Alors les causes sont nombreuses, mais on va s'intéresser aux causes qui sont les plus fréquentes et qui sont pourtant négligées et délaissées. Et d'abord, c'est le mauvais état des canaux qui vont permettre l'afflux de sang vers le pénis, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui vont voir leur diamètre intérieur réduit, les vaisseaux sanguins qui vont s'escléroser, c'est-à-dire durcir sous l'effet des dépôts athéromateux, ce qui naturellement va affecter la qualité du sang. Le sang va devenir trop lourd, il va permettre sa capacité de glisser, ce qu'on appelle la viscosité, et il va perdre, disons, son coefficient de frottement, qui va faire que le sang, là, il ne va pas, in fine, en bout de ligne, et la pression d'impulsion que donne le cœur ne va pas arriver dans le pénis, et le pénis va chuter et ne va pas, disons, partir correctement. Voilà. Cela, naturellement, cette dégradation est proposée, disons, cette dégradation est provoquée par l'incapacité de l'organisme à réguler ce qu'on appelle les solutés, ou, disons, assurer la dépuration de l'organisme due à, disons, des dépôts lipidiques, des dépôts métaboliques, notamment. Quand on parle du glucose, on parlera de la glycémie, c'est le diabète. On parlera du dépôt de sodium, c'est l'hypertension artérielle, dépôt de graisse, cholestérol, créatinine, insuffisance rénale. Donc on constate que c'est l'ensemble de l'organe qui est concerné. C'est pourquoi je dis toujours sur ce plateau que l'érection est le baromètre de la bonne santé de l'homme. Très bien, docteur Gabré. Les solutions avec vous sont généralement naturelles. Est-ce qu'il y a des réponses naturelles au manque d'érection? Bien sûr. Les solutions naturelles sont nombreuses. Il faut tout de suite préciser que la surconsommation des défatigants, généralement appelés aphrodisiaques, n'est pas la solution idéale. Il faut entretenir l'organisme de façon régulière. Il faut dire que l'organisme, c'est un tout indissociable. Donc cet organisme a besoin de l'ensemble des substances nutritives qui sont dans la nature, substances nutritives et énergétiques, des substances phytochimiques qui forment un tout indispensable pour l'organisme, pour sa bonne santé, notamment à travers nos aliments et nos boissons, qui doivent être généralement naturels, c'est-à-dire biologiques, ou tout au moins avoir un taux de naturalité supérieur à 90 degrés, c'est-à-dire favoriser la consommation des crudités. D'accord, merci beaucoup. Les crudités comme réponse aux problèmes d'érection et aux difficultés liées. Merci beaucoup, Dr Gabré. On a rendez-vous mercredi pour les solutions modernes liées à l'agrothérapie. Et cette fois, vous serez en DCM. Merci. Voilà, vous êtes parent d'élèves. Avez-vous déjà entendu parler
du COJES. Bien sûr qu'en tant que parent, on n'échappe pas à la bride du COJES. Je dis bien une bride, je pèse mes mots, parce qu'au-delà disons, des textes qui régissent le COJES et de toute la conduite dictée par le gouvernement, on a l'impression que chaque COJES a ses règles à part. Hein, parce que d'une école à une autre, les cotisations ne sont d'abord pas les mêmes. Et puis, deuxièmement, le taux de cotisation n'est toujours pas, disons, le même. Donc, on se pose la question de savoir si ce sont les mêmes règles qui régissent les COJES. Bon, n'empêche que les COJES font un travail formidable aussi qu'il faut saluer d'un autre côté. Mais les brebis galeuses, il y en a partout. Et je pense que l'État devrait ouvrir l'œil de ce côté. Très bien, merci beaucoup Gabriel. 22 42 54, madame, messieurs, je vous sais nombreux prêts à réagir au sujet du jour. Ce sujet concerne la Côte d'Ivoire, l'école ivoirienne avec la structure nommée COJES, le comité de gestion des établissements scolaires, préscolaires, primaires, secondaires, publics et CAFOP. Bien avant de continuer avec d'autres partenaires qui sont avec nous, on vous passe quelques brèves. À tout à l'heure. Nous sommes en l'année 2014, le prix Nobel a 113 ans cette année et le bilan, après ce centenaire-là, madame, monsieur, il y a 15 Africains primés et parmi ces 15 Africains, 4 femmes. Nous allons donner la parole à M. Diop d'abord pour ce sujet-là. Diop, 4 femmes parmi les 15 primées au prix Nobel. Vous trouvez ça suffisant? Les femmes sont-elles bien représentées? Ah oui, 4 femmes. 4 sur 15. C'est déjà bon. Et ça montre une fois encore la position de la femme africaine. Heureusement que sur les 15 des femmes, il y a 4 femmes africaines. S'il n'y avait pas de femmes africaines du tout, on allait encore dire que les Africains ne donnent pas de place aux femmes. Ouais, Dieu merci. Puisqu'ils ne sont pas seuls à décider, on peut s'interroger sur ce sujet-là. Alors, 15 Africains primés jusqu'ici, Seydina, en 113 ans. Oui, je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que ici, on se bat nuit et jour pour démontrer par A plus B que la science, la mathématique et tout ce qui est invention vient de l'Afrique. Et qu'en réalité, sur le terrain, il n'y a que 15 primés depuis plus de 100 ans. Je trouve que c'est insuffisant. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on donne les moyens aux Africains, à travers leur propre école, de pouvoir mieux s'exprimer et aller en compétition. Parce que nous sommes dans un monde de compétition. Il ne faudrait pas que nos armes que nous allons utiliser pour la compétition viennent d'ailleurs. C'est pour ça que, nuit et jour, je me bats pour dire que nous nous battons pour que nous puissions avoir l'école africaine. L'école africaine où les intellectuels africains, ou des savants africains, ou des sachants africains pourraient, comment on appelle ça, découler de cette école pour qu'on puisse aller à la compétition mondiale, pour qu'on puisse aller à la mondialisation. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on accompagne les autres malgré tout le talent que nous avons. Très bien. Alors, quelque chose à ajouter? Moi, je préfère qu'on ne dise pas que c'est vrai, le prix Nobel a 100 et quelques années, mais bon, nous, on a 50 ans, quoi. En tant qu'État, en tant que structure, un groupe reconnu, constitué, on peut dire qu'il y a 50 ans qu'on participe vraiment au prix Nobel. En tant qu'État, mais pas nous en tant que continent, pas nous en tant que peuple, pas nous en tant qu'intelligence. Je suis d'accord, mais c'est bon. En tant qu'État, on a 50 ans, mais en tant qu'intelligence, depuis le début comment on appelle ça, de la naissance de l'humanité, nous sommes là. Mais il suffit que les choses soient prises en compte à partir du fait qu'on soit constitué en État. Oui, c'est pour ça qu'il est intéressant que nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que tout de suite, même quand on devient État aujourd'hui, mais il faut réclamer son histoire. C'est de ça qu'il est question. Il faut réclamer son histoire. Il ne faudrait pas qu'on parle de notre histoire à partir des années 60. Voilà. Très bien. Et l'un des plus anciens prix Nobel africains est le Sud-Africain Max Taylor dans le domaine de la médecine pour sa découverte du vaccin contre la fièvre jaune. Il a été prix Nobel de médecine en 1951 et l'un des plus récents prix Nobel africains date de 2011. Ce prix a été décerné conjointement à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et sa compatriote militante Leïma Bowie, et aussi sur la même image, certainement sur le petit écran, vous aurez l'identité de la première femme africaine
africaine à recevoir un prix Nobel. Elle s'appelle Wangari Maathai. Voilà, si j'espère que je prononce bien. Wangari Maathai. C'est la première femme qui a reçu un prix Nobel en tant que femme africaine, justement. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, la dernière image concerne le trio qui a été cité tout à l'heure, la présidente libérienne Sirleaf, sa compatriote Lima et aussi la Yéménite Tawakkol voilà, Karman. Voilà, qui vient de recevoir le prix Nobel. La suite, c'est avec cette note d'espoir concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola. La Russie promet un vaccin dans 6 mois, Seydina. Oui, la Russie promet un vaccin dans 6 mois, donc ça va peut-être raccourcir le temps parce qu'on avait dit qu'on ne pourrait pas du tout avoir de vaccin très tôt, mais là, c'est une note d'espoir. Bien sûr, nous saluons cette note d'espoir-là. En même temps aussi, nous demandons aux Africains d'être solidaires envers les autres, de pouvoir créer, comme je le disais hors antenne, de pouvoir créer une politique humanitaire entre les États africains. Voilà, donc, je pense qu'à cet effet, ici, par exemple, la Côte d'Ivoire, nous sommes grands producteurs d'attiqué. Voilà, nous sommes producteurs de café et de cacao. Nous sommes producteurs de bananes et de l'igname. Moi, je pense que le gouvernement ivoirien peut mettre une politique d'aide humanitaire, comment on appelle ça, à ces peuples qui sont aujourd'hui touchés par le virus Ebola en exportant de l'attiqué là-bas, en exportant du café, du cacao, en les donnant. Ça peut nous démontrer non seulement notre solidarité envers ces peuples, mais aussi ça peut créer et engendrer de l'économie sur place. Voilà. Ce week-end, on a entendu le président guinéen sur l'une des chaînes. Il trouvait la mobilisation internationale intéressante, mais il souhaiterait qu'il ne s'agisse pas d'une mobilisation verbale. Il souhaiterait qu'on passe aux actions. Tout le monde promet. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de voir dans cette psychose de fièvre hémorragique à virus Ebola une façon de se faire voir désormais, entre guillemets, faire des démonstrations de force, des déclarations pour être à la mode, pour être écouté, il faut toucher au chapitre Ebola désormais, Diop. Oui, mais ça fonctionne. En tant que média, en tant que puissance. Ça fonctionne comme ça. Il faut une grosse communication déjà pour lever des fonds, ça c'est clair. Donc après aussi, il y a une guerre de positionnement avec les institutions humanitaires aussi qui présentent ça comme un désastre pour que après derrière cette communication on demande des fonds et ça fonctionne comme ça partout quoi. Malheureusement, c'est des vies africaines. C'est pour ça que je disais, même quand on parlait de l'aide ici, j'ai attiré l'attention sur le plateau que souvent, c'est de la communication, ce n'est pas forcément la réalité. Ici, il est question de vie. C'est pour ça que je demande aux Africains, aux États africains de prendre les responsabilités. Toutes ces communications-là, si la mort de nos populations est vraiment désolante et triste, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. En parlant du président de la Guinée, c'est désolant quand même aussi le comportement de la presse, vu que c'est un problème humanitaire. Je crois qu'il y a eu des problèmes politiques dans la façon de communiquer sur la réaction du gouvernement. Et la dernière fois, le président a eu le temps d'éclairer les Africains. Heureusement encore qu'on a le câble, donc on ne pourra plus juger les actes des présidents africains par des rumeurs ou par des façons irresponsables de communiquer. Donc, je pense que chacun d'entre nous doit contribuer à ce que cette maladie-là, on puisse l'éradiquer, mais pas qu'on fait endosser cette maladie-là à un chef d'État ou qui n'a aucun intérêt à tuer, à faire du mal à sa population. Il y a des limites quand même. En politique, on ne franchit forcément pas la ligne rouge. Voilà. Vous êtes sur On Garde les Contacts. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous suivez le direct. Vous pourrez intervenir via le téléphone et aussi via Internet, facebook.com/l'émission On Garde les Contacts. Si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous suivez la rediff. Donc, en ce moment précis, vous ne pouvez intervenir que par Facebook. Alors, on ne changera pas de fusil d'épaule bien avant de rentrer dans le sujet du jour. On continue toujours avec le chapitre Ebola. Après le décès du cas libérien en Amérique, un autre cas de contamination a été détecté au Texas. Les efforts pour bloquer l'entrée du virus sur le territoire américain se sont multipliés. Seydina, croyez-vous que ça va durcir les conditions d'accès au pays déjà compliquées pour les Africains, et là ça devient un filtre de plus. Bien sûr, je pense que si la liste des documents aujourd'hui à déposer pour avoir un visa, je pense qu'ils vont demander à ce qu'on envoie des rapports
médicaux qui disent qu'on n'a pas peut-être Ebola. Ça va devenir, ça va, comment on appelle ça, rendre les choses encore plus difficiles pour les Africains de pouvoir sortir. C'est pour ça que, nuit et jour, nous prenons le fait qu'on puisse s'autosuffire. Je n'ai pas dit qu'on soit fermé, mais que nous travaillons ici pour se développer nous-mêmes. Parce que les uns et les autres vont commencer à se barricader. Ça, c'est clair. Puisqu'ils tiennent beaucoup à la vie de leur population. Donc, ils ne vont pas accepter d'exposer leur population. Alors, les Occidentaux qui protègent leur territoire contre l'immigration, surtout l'entrée d'Africains sur les territoires, ont trouvé un vrai alibi. Ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est un vrai alibi pour corser les conditions d'accès aux Africains. Mais je pense que... les conditions d'accès des Africains à leur territoire. Tout compte fait, c'est une maladie, c'est un virus. Si vous barricadez totalement, ça veut dire que vous arrêtez les relations avec l'Afrique, ce qui n'est pas possible. Ebola ne choisit pas que tu sois pauvre ou ministre ou président. Ebola, tout le monde peut avoir la maladie. Aujourd'hui, je pense et je constate que tout le monde se mobilise pour régler le problème. Parce que le problème, il n'est plus africain, il est mondial. Oui, mais ils vont se barricader parce que chez eux, l'opinion nationale, l'opinion publique n'est pas une mince affaire. S'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout de suite, vous allez voir qu'il y aura des soulèvements chez eux. C'est chez nous ici, il y a des milliers de morts, et bon, on pense que comme ce n'est pas dans notre maison, on pense que ça va. C'est pour ça que je dis souvent, il faut que nos dirigeants, nos chefs d'État prennent les responsabilités de nous prouver leur amour, de prouver leur amour pour les peuples en posant des actes qui sont des actes concrets. Ça, c'est clair. Bien noté, Seydina. On va marquer le tampon avec une communication émanant de M. Atakwaku Jacob, le commissaire général du festival Yedi et Loué, fête des Ignames. Bonjour, commissaire. Bonjour, Mohamed. Merci d'avoir choisi On Garde les Contacts pour passer cette information très importante. Alors, le jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 octobre 2014, à Demba, sous-préfecture de Tienkwakro, ce sera la fête. Oui, ce sera la fête. Je commence par dire Yahim à chacun de vous. Merci. Donc, Mohamed Ahin, et à tous ceux qui regardent actuellement On Garde le Contact à Mohamed, pour dire bonjour dans la langue Lahim Bona. Voilà, parce que la fête des Ignames, c'est aussi l'occasion de parler de la culture. Donc, l'un des symboles forts de la culture, c'est la langue, qui permet donc d'échanger avec tout le monde. Et donc, nous avons souci donc, de placer ce rassemblement exceptionnel dans le sens où nous voulons en accessoire développer certaines activités autour de cette tradition, parce que cette célébration elle est annuelle, ça fait partie du calendrier des activités traditionnelles, disons à caractère religieux dans nos différentes cultures, mais nous avons voulu surtout en accessoire y mettre certaines activités pour faire un peu la promotion, surtout pour les jeunes générations que nous sommes et pour nos petits frères, pour nous ramener un peu au village, pour vivre un peu cela, parce que ça fait des années, compte tenu des contraintes professionnelles, on n'a pas l'occasion, dans le mois d'octobre, là, de vivre justement ces événements-là. D'accord. Donc on a voulu créer l'occasion. Voilà, on va profiter pour dresser un tableau de la fête des Ignames à Demba. Demba, c'est le nom du village. Oui, c'est le nom du village. Voilà. À quoi il faut s'attendre généralement quand on parle de fête d'Ignames là-bas? Quand on parle de fête d'Ignames, il faut déjà s'attendre en première étape à ce qu'on appelle la cérémonie du Fago, qui se fait donc le jeudi, la veille donc de la fête des Ignames, qui symbolise le fait que de donner du bois au chef du village. Et ce soir, le soir même, on fait un feu de bois. Ce serait l'occasion, à travers des incantations, d'invoquer les ancêtres, les esprits, n'est-ce pas, pour leur confier un peu les préoccupations de la population, parce que nous croyons que nous ne sommes pas seuls et que les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là avec nous, ils nous accompagnent. Et donc c'est l'occasion. Et le lendemain, vendredi, nous entrons véritablement donc, dans la fête des Ignames, où nous faisons une procession vers le chef pour lui dire bonjour et lui annoncer déjà les nouvelles. Et avec les consignes qu'il nous donne, nous retournons dans nos grandes familles, parce que chez nous, les communautés sont regroupées autour de plusieurs grandes familles. Voilà, et nous allons vers ces différentes familles pour célébrer un peu avec les chefs de famille cette fête. Mais autour de 10 heures, pour parler en même temps du programme, nous nous retrouvons maintenant chez le chef pour la partie officielle. Et donc nous allons le faire avec les officiers que nous avons invités, puisque l'activité sera donc parrainée par Mme Boti Rosalie, donc présidente de Cocovico, de Cocody, puisque nous voulons sous ce thème-là parler de développement, économie vivrière et développement. Ce sont nos femmes qui tiennent le côté du vivrier, et donc on l'a choisi pour accompagner nos mamans, nos sœurs qui sont en train de s'organiser aussi à ce niveau-là,
pour apporter aussi leur contribution à l'économie de notre pays. Donc à partir de 10h30, sera avec les officiels, on va voir en direct, il n'y aura pas d'allocution puisqu'il s'agit vraiment de l'acte purement consécratoire des ancêtres, des chaises, voilà. Et donc jusqu'à midi, on ira partager quelque chose. Juste à 14h, on revient pour la partie festive, puisque c'est là où on fait la promotion de toutes les danses, n'est-ce pas, du village. Et pour l'occasion, comme nous sommes en bon terme avec les autres communautés étrangères, nous les associons, donc les différentes danses, des lobbies, des mossis, des agnis, un peu de partout. Nous ferons vraiment des prestations, et c'est tout le côté festif. Et le soir du même vendredi, il y a le concours à Oulaba pour célébrer la beauté africaine aussi, donc pour ce vendredi. Et le samedi, ce sera la partie un peu plus développement. Voilà, et là, les officiels seront là, on aura les allocutions. Notre président, Assandé Hippolyte, que je salue au passage, donc on va faire le bilan de toutes les activités de développement qui ont été menées et puis faire un plaidoyer aussi pour l'ensemble des projets qu'il y a à faire. Ce sera l'occasion aussi d'investir notre comité de gestion du marché que nous avons enfin pu construire et qui continue à développer. Vous avez un COGES là-bas aussi? Oui, un COGES, mais cette fois-ci du marché. Du marché. Oui, puisque toutes les différentes structures, l'hôpital a un COGES, l'école a un COGES, voilà, l'hydraulique villageoise, ceux qui ont aussi un COGES. Voilà, donc on va investir pour le marché. Et puis on aura un concours de beauté que nous dénommons Adjobré. C'est-à-dire compter beauté jeune, pour ne pas parler de bagnon comme je l'ai bêté. Voilà, et il s'agira de s'habiller dans cette tenue. Cette formule du port du pain, nous parlons de Adjabé, c'est une façon de porter le pain chez nous. Donc les jeunes gens vont montrer leurs capacités et leurs aptitudes dans ce domaine-là. Et donc juste l'après-midi, ce sera une ambiance sportive. Voilà, nous allons nous retrouver entre filles, hommes et dames du village. Nous allons partager un peu cette petite compétition sportive. Et puis on finira ainsi en beauté notre fête. Et le dimanche, ce sera la rencontre avec les chefs, puisque chaque année, nous nous retrouvons pour discuter des problèmes du village, de voir l'ensemble des projets prioritaires, les aspirations de la population, puisque le promoteur de ce festival, c'est la mutuelle de développement, que nous appelons DOIMA, cette fois-ci D-O-H-I-M-A, qui est différent de DEIMA, D-E-I-M-B-A. Voilà, donc pour prendre en compte les aspirations. Voilà, et nous voulons saluer et vous remercier, dire un mot à la RTI, il y a un mot pour ce que vous faites pour nous. Voilà, et donc pour terminer, je voulais inviter tous mes frères et sœurs, nos parents à être là, n'est-ce pas, à se mobiliser. Voilà, donc si vous permettez, juste en 15 secondes. En langue, ouais. Oui, en langue évidemment. Face à cette caméra. Donc, voilà, donc je vais terminer en donnant les contacts. Voilà, donc on peut nous joindre donc, au 07 08 78 39. Ça, c'est le numéro du président. Et le mien, donc commissaire de ce festival, 05 55 86 et 45. Encore une fois, à Momo. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous donc à Daimba, sous-préfecture de Tienkwako, le 16, 17 et 18 octobre 2014 pour la fête des Ignam baptisée Yedi et Loué. Voilà. Et il s'agit là d'une fête qui a double niveau. Des importances au plan culturel et au plan économique. Vous le dites, les fêtes africaines permettent de faire bouger les activités africaines parce qu'elles tiennent compte de nos réalités. À la différence des autres fêtes telles Noël, Saint-Sylvestre, tout est importé durant cette fête. Tout est importé. Les fêtes d'Ignam, Popo Carnaval, Maouloud et autres ont des dimensions à la fois culturelles et économiques. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut... Tout à l'heure, j'avais la chair de poule quand j'entendais le frère parler, parce que notre développement ira à partir de là. Parce que tout est autour de la culture. Vous allez voir, ils ont parlé des fêtes des Ignam. Après, ils parlent de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les uns et les autres ont compris, et surtout le peuple Akan, moi je connais bien le peuple Akan puisque je suis né à Mayakro, ils sont attachés à leur développement. C'est pour ça qu'ils sont très unis. Ils sont très unis. Ils ont démontré aussi lors des Pâques, ils sont toujours unis. Lors des fêtes des Ignam aussi, ils sont toujours unis. Ils respectent les rois, ils respectent les cadres, et les cadres aussi, puisque les cadres sont obligés moralement d'être là, présents. Donc, ils découvrent ce qui ne va pas dans les villages et chacun essaie d'apporter ce qu'il peut apporter. Donc, c'est autour de ces fêtes-là que nous pouvons engendrer notre développement réel. Ça trouve un écho favorable chez vous, vous qui avez le festival des 18 montagnes, Diop. Bien sûr.
En fait, autour de la culture se trouve le développement. Ça, il faut déjà un développement touristique, un développement infrastructurel et le développement même des esprits. Lorsque les gens se rencontrent, ils échangent, ils partagent leurs expériences. Tout ça, ça permet de développer une localité. Le village, son village, on ne le connaissait pas. Moi, je viens de l'entendre à travers un festival. C'est la promotion du village qu'on fait, la promotion de ce qu'il y a de fort là-bas. Et puis après, toutes les fêtes traditionnelles, mais d'ici jusqu'au désert, c'est des fêtes qui ont toujours permis aux différents ressortissants de cette région-là de se mettre ensemble et penser